Je félicite la diplomatie française pour le travail que je sais qu'elle vient de remplir en quelques heures. Pourquoi? D'abord, pour que M. Macron réfléchisse. Il a décidé de supprimer le corps des diplomates et de les remplacer par des gens, peut-être qu'il nommerait parmi ses amis, des administrateurs de l'État. Non, monsieur. Nous avons le deuxième réseau diplomatique du monde, nous les Français. Nous sommes présents partout. Pour faire de la diplomatie, on a besoin de diplomates. Pour faire du pain, on a besoin de boulangers. Pour faire la guerre, on a besoin de militaires. Il faut le comprendre et l'admettre. Le système diplomatique français garde sa performance à condition qu'on arrête de le dépouiller tout vif de ses moyens, puisque déjà 30% de ses effectifs ont été liquidés. Parce que le nombre de pays où on vend les biens de la France, ça ne se raconte même pas. Eh bien, il y en a assez. Si je suis président de la République, les décisions prises par M. Macron concernant la diplomatie seront abrogées. Pardon si je prends un peu de temps à vous raconter tout ça, mais j'en profite puisque nous sommes, et j'en remercie cette chaîne LCI, retransmis en direct, si bien que tous nos compatriotes suivent mes explications à cette heure et les entendent telles qu'elles viennent de moi et non pas de ceux qui m'interprètent. Cette élection est le moment de trancher ces questions. Elles sont graves et sérieuses. Je mets en garde le président de la République contre la tentation du cynisme, qui serait, après tant d'erreurs, de s'agiter dans le rôle qui plaît toujours à un garçon, petit comme grand, du grand soldat avec ses arcs et ses flèches. Le cynisme qui consisterait à ne tenir aucun compte de la leçon des événements. La leçon des événements est humiliante. Pas pour M. Macron seulement, qui doit s'en fiche, mais pour la France. Regardez, M. Zelensky, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, qui découvre qu'il est tout seul, que les Russes ont détruit à peu près la totalité des centres de coordination, des munitions et du reste de l'armée ukrainienne, qui n'a rien pour résister, sinon la force de la diplomatie. À qui s'adresse-t-il pour demander une médiation avec la Russie? S'adresse-t-il à l'Union européenne? Non. Au président en titre de l'Union européenne? Non. Il s'adresse au gouvernement de l'État d'Israël. Parce que ce gouvernement entretient de bonnes relations avec les Américains et avec les Russes. Je forme le vœu que le gouvernement d'Israël soit le plus efficace et le plus rapide possible pour obtenir d'abord et avant tout le cessez-le-feu. Mais il manque cuit de voir que ce n'est pas la France dans ce rôle. Pourquoi faut-il faire appel à une nation du Moyen-Orient pour régler un problème qui se déroule sur le continent européen? C'est une grande question. Comment en est-on arrivé là? Parce que nous sommes dirigés par quelqu'un qui a déjà fait tous les mauvais choix en Libye, qui a fait tous les mauvais choix au Liban, apprécié de comporter comme si c'était une annexe ou une succursale de chez nous, en parlant fort brutalement à tout le monde et en disant « je reviens dans 3 mois, faites un gouvernement ». Il n'est jamais revenu, il n'y a pas de gouvernement. Si, il y en a un, mais pas grâce à lui. Vous vous rappelez de cette séquence? Et le Mali, expliquez-moi comment on fait 9 ans de guerre avec un seul vote, pas une fois, à l'occasion peut-être du début de son mandat. Il aurait pu nous consulter à l'Assemblée nationale et dire « c'est mon prédécesseur qui a déclenché la guerre, je viens vous voir, il faut y rester, voter, il faut s'en aller, voter ». L'un ou l'autre. Rien. 9 ans, un vote. 8 milliards. 3 millions d'euros par jour. 54 des nôtres qui ont été tués. Plus, sans doute, des centaines de Maliens pris entre les deux feux, qu'il ne faut jamais oublier, parce que, voyez-vous, le Mali appartient aux Maliens. Comment peut-on être présent, avoir une base, et être incapable de prévoir un putsch de militaires qui n'ont pas reçu leur paye dans leur caserne? Et si c'était qu'un putsch? Mais j'en ai 2, un derrière l'autre.
Et les 2 fois, les voilà, les bras ballants, à regarder la situation, ne sachant que faire, et tout d'un coup, prenant un air féroce pour dire « si c'est comme ça, on s'en va ». On s'en va, pourquoi? Il n'y a pas de raison de rester, ben fallait le dire avant. Il y a des raisons de rester, alors pourquoi on s'en va? La diplomatie ne peut pas être un jeu où quelqu'un comme ça, suivant son humeur et les moments, décide une chose puis le contraire. Voilà, et nous, chaque fois, on essaye d'être raisonnable, d'être responsable. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis trouvé à l'Assemblée nationale pour parler de la situation au Sahel? Je me suis adressé au mouvement progressiste du Mali. Et je leur ai dit, nous n'avons pas envahi le Mali. Nous sommes venus parce que vos gouvernants nous ont demandé de venir. Et nous sommes restés parce que vous nous avez demandé de rester. Nous ne vous occupons pas et nous voulons bien partir tout de suite. Mais il faut nous dire pourquoi et comment, et nous garantir notre départ en toute sécurité. Parce que quand il va falloir démonter avec les hommes et les femmes, je dis bien les hommes et les femmes et les hommes, de l'armée française, les postes avancés de Gao et compagnie, là-bas, je souhaite que nous soyons sous la protection du peuple malien, parce que nous sommes venus, parce qu'on nous a demandé de venir. Et je ne veux pas que notre retrait se transforme en une débâcle. Erreur sur le Mali, erreur monstrueuse sur le Tchad. Idriss Déby est assassiné. Et aussitôt que fait le président français, en personne, il se rend sur place pour adouber le fils de Déby comme président du Tchad. Alors que la Constitution prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président si le président n'y est plus. Et nous, Français, nous avons cautionné tout ça. Alors on s'en fiche des constitutions des autres et on demande qu'on nous respecte, nous. Au Burkina, un président à qui M. Macron avait très mal parlé en lui disant « Tiens, il est parti réparer la clim ». Vous vous souvenez de cette scène? Eh bien, ce n'était pas respectueux. Et j'ai dit au président que je lui présentais les excuses du peuple français, puisque j'ai eu l'honneur d'être reçu par lui récemment, avant le coup d'État. Pareil, les Kurdes de Syrie, qui ont tenu les armes à la main contre les Daesh al-Nostra, dont on nous avait dit qu'ils faisaient de la bonne besogne. Les Kurdes abandonnés. Et en Europe, ah, quel triomphe! Pour la première fois, les Français ont été isolés. Lorsque nous avons demandé, le président a demandé, un budget de la zone euro, 8 pays se sont mis d'accord pour dire pas question. Pour la première fois, les Français ont été mis en minorité par une coalition de pays. Quand les Français, par la bouche de M. Macron, ont dit « Ah, il faudrait peut-être penser à interdire le glyphosate », ils ont commencé par dire « On verra dans 3 ans ». Pas on interdira dans 3 ans, on verra dans 3 ans. Et là-dessus, on a dit, bon, eh bien, puisque 3 ans, c'est encore bon, pourquoi pas 5? Et c'est ainsi qu'on attendra 5 ans pour décider si on continue à s'empoisonner ou pas. Le plan de relance, qui va coûter plus cher aux Français qu'il va nous lui permettre d'avoir d'argent. Pourquoi? Parce que, comme il n'y a pas de ressources propres de l'Union européenne, c'est donc la contribution des États qui va payer le plan de relance. Et nous paierons en proportion de notre participation et de nos parts à la Banque centrale européenne et à l'Union européenne, c'est-à-dire 18%. Quand il y a eu le rabais, c'est-à-dire des pays qui disent « nous, on arrête de payer, c'est trop cher pour nous », les Français ont dit « oui, oui, bien sûr, nous payons à leur place ». Voilà la grande diplomatie qui a été à l'œuvre. Alors je sais, je vous passe la capitulation sans condition devant les violations de l'état de droit par la Pologne et la Hongrie. Mesdames et messieurs, je sais que dorénavant, je suis assez haut dans les sondages et assez regardé, car tout le monde le sait, je suis une tortue électorale, mais non seulement je suis sagace, mais aussi pugnace. Et par conséquent, il est possible qu'il commence à s'en inquiéter. Alors, sans doute vais-je prendre de nouveaux coups. Et puis, avec le tableau que je viens de vous faire, je ne m'attends pas à recevoir des compliments en retour. Mais je m'en remets à ma patrie et à tous ceux qui contribuent à sa vie intellectuelle. J'ai évoqué tout à l'heure les journalistes. J'y reviens. Je m'adresse nominalement
à quelqu'un qui m'a souvent critiqué, mais qui des fois a aussi approuvé la justesse de ce que je disais, si bien que je le crois capable d'objectivité. Je dis que ce n'est pas parce que c'est la radio d'État, France Inter, que pour autant Thomas Legrand peut m'attribuer des positions qui ne sont pas les miennes. J'ai dit, il n'y a pas de risque d'invasion, c'est vrai, mais il faut citer le reste de la phrase. Le reste de la phrase dit, de l'aveu même du président de l'Ukraine. Je vous demande à tous, et à vous en particulier, Monsieur Legrand, d'avoir l'honnêteté de citer les gens jusqu'au bout, de ne pas créer entre nous des haines, des malentendus qui faussent le jugement. Vous allez choisir le président de la République française. Je vous ai dit quelles étaient ses responsabilités. Vous avez compris comme moi qu'on entre dans une ère de guerre et de révolution. Votre choix est difficile et je sais que si, après m'avoir entendu, vous vous dites ce gars-là, c'est pas le faire, quelle que soit votre appartenance politique et votre sentiment, vous ne voterez pas de ce côté. Mais à l'inverse, des gens de toutes opinions qui, en m'écoutant, en me voyant proposer cette ligne d'une France non alignée et d'une France altermondialiste, se dira, ce gars, c'est où il va. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous appuyer dessus, parce que les Français veulent la paix. La paix! La paix!